Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le chef de l'État, nouveau contact de ses concitoyens. Ce jeudi, Perere a été la première commune ayant accueilli le président Patrice Athanase Guillaume Talon dans le cadre de sa tournée de réédition de comptes. Du côté de l'Espagne, le nombre de cas contaminés au Covid s'accroît. Le pays a dépassé le seuil des 2 millions de cas confirmés. Ceci malgré le lancement le 27 décembre dernier de la campagne de vaccination. Et puis 24 heures après l'invasion du Capitole par les partisans de Donald Trump, le désormais ex-président des États-Unis s'est exprimé dans la nuit sur Twitter. Il a carrément dénoncé ces attaques et s'est montré rassembleur dans ses propos. Merci pour l'attention. Le président de la République a entamé la deuxième phase de sa tournée de réédition de comptes aux populations ce jeudi 7 janvier 2021. Patrice Talon était dans la commune de Perere où un accueil chaleureux lui a été réservé par les populations. Suivez plutôt. Reprise de la tournée nationale du chef de l'État, Perere a été la première commune à accueillir le président Patrice Talon qui a justifié au prime abord le bien fondé de sa visite. Il est venu rendre compte à celui-là qui s'est levé un jour, a abandonné toutes ses activités, est allé faire la queue sous le soleil, parfois sous la pluie, pour porter son choix de cœur, de confiance sur quelqu'un à qui il confie son destin, son présent et son avenir, y compris même celui de ses enfants, celui-là à qui il confie tout cela par son geste de foi. Et donc combien il est indispensable de pouvoir lui rendre compte face à face. Que nous sommes enfin capables de donner satisfaction à tous nos besoins, les uns après les autres, ici et là aujourd'hui, ici et là demain. Accueilli dans la liesse, cette présence du chef de l'État aux côtés des populations de la commune de Perere a été l'occasion pour la première autorité de cette localité de faire non seulement la prouesse des actions du gouvernement de la rupture, mais aussi de porter à l'attention de son hôte les besoins de sa population. Les populations de la commune de Perere attendent leur tour de générosité de votre part afin de leur essuyer les larmes. C'est pourquoi elle me charge de soumettre très respectueusement à l'attention de votre haute autorité les doléances ci-après. Le bitumage de la route Parakou-Perere-Niki, la construction du pont de Gunkpare au fin de faciliter les échanges avec le Nigeria, l'assainissement des rues de Perere Centre pour donner un aspect attrayant à la ville et faciliter la circulation urbaine, l'aménagement de la piste Nyesi-Digidiru-Sandilo frontière du Nigeria, la construction d'un stade omnisport suivant les normes internationales pour faciliter l'épanouissement de la jeunesse et accueillir les grandes rencontres. Des doléances bel et bien justifiées pour le chef de l'État qui a rassuré avec certitude les fils et filles de la cité de Sakayirima. Ces derniers, dans un futur proche, bénéficieront des infrastructures nécessaires pour le développement de leur commune. Le peu de choses que vous avez citées, moi je vous ai écouté et à la fin j'ai dit c'est tout ce que Perere, c'est tout dont ce Perere a besoin, c'est tout. Ce n'est que ça. Ou bien c'est par timidité que le maire n'a pas voulu tout citer. Si ce n'est que ça, au titre de ce que moi j'ai vu, comme bilan, comme dynamique, comme façon de dépenser, façon de mobiliser l'argent, façon de programmer les choses, pour ce que j'ai vu, pour ce qui est désormais établi, ce qui se fait, je peux vous prendre l'engagement devant vous que tout ça, c'est pour demain.
Après Pereret, la commune de Ndali a accueilli le chef de l'État pour le même exercice de réédition de comptes. Le Conseil des ministres, en sa date du 9 décembre 2020, a décidé du réaménagement des horaires pour les travailleurs de la fonction publique. Ainsi, les travailleurs sont tenus d'être au poste de 8h à 12h30 dans la matinée et de 14h à 17h30 dans l'après-midi avec une pause d'1h30 minutes. Une décision dont la mise en application est effective depuis ce lundi 3 janvier 2021. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat du respect strict de cette nouvelle disposition dans quelques administrations à Cotonou. Depuis ce lundi 3 janvier 2021, l'application des nouveaux horaires de travail dans l'administration publique est effective comme en a décidé le Conseil des ministres du mercredi 9 décembre 2020. Un réaménagement diversement apprécié par les travailleurs de la mairie de Cotonou. Les agents municipaux en service à la mairie ici, comme ceux qui sont dans les annexes, ont commencé par se conformer effectivement aux nouveaux horaires du Bénin. Je crois que donc ainsi, ils viennent à 8h et à 12h30. Ils s'en vont se restaurer, se reposer. Ensuite, ils reviennent à 14h et à 17h30, ils repartent. Cette décision vient répondre à une préoccupation, vient répondre, et on peut dire, à des difficultés, notamment celles que rencontrent les femmes fonctionnaires, qui sont obligées de rentrer tard chez elles, et ce qui ne garantit pas une certaine cohésion, une paix dans les foyers. C'est une surprise agréable pour moi, personnellement, parce que on reste beaucoup au travail, les enfants sont à la maison désœuvrés, et ils ne s'occupent pas toujours correctement de leurs études. Maintenant, ça nous permet de vite rentrer et de nous occuper d'eux. 72 heures après l'application de cette décision, et déjà des difficultés sont à remarquer à certains niveaux. Dans l'après-midi, de 14h à 17h30, ce n'est pas du tout facile. C'est surtout la pause qui nous dérange un peu. Non, pas tellement chez moi, non, parce que vous savez, à des postes de responsabilité, nous, on ne peut même pas partir à 16h là. Nous avons toujours une heure drastique, c'est-à-dire on attend 1 heure, 2 heures au cas où il y aurait des urgences. Au niveau des heures de pause, nous n'arrivons pas vraiment à nous reposer convenablement afin de donner le nécessaire, afin de produire davantage de résultats. Face à ces dernières, des solutions sont proposées. À cet effet, je voudrais également suggérer aux autorités de repenser ce même aménagement au niveau de nos enfants et élèves dans les collèges et écoles. Ça va plus aider tout le monde. On salue cette décision-là et on aurait souhaité mieux. Pourquoi pas aller plus tard ou dans les mois à venir, dans les semaines à venir, aller carrément à une journée continue. Ce réaménagement, faut-il le rappeler, intervient à la suite d'une étude initiée par le gouvernement dans le but de garantir la qualité du service public autant que la vie familiale et l'épanouissement des agents de l'État. Cette nouvelle disposition liée aux horaires sera donc un porteur d'effets positifs pour l'administration, de même favorisera une meilleure vie de famille pour les travailleurs. Sport, la Fédération internationale de football, l'association FIFA apporte son soutien matériel au programme des classes sportives au Bénin. Un lot d'équipements sportifs a été remis au ministre des Sports dans le cadre de cette initiative du gouvernement. La cérémonie officielle de remise de lot s'est déroulée ce jeudi dans les locaux du dit ministère. C'était en présence de Espoir Oumabou et de Fiacre Voitan.
C'est un appui matériel composé de ballons de football, des sacs pour maillots, des chasubles, des survêtements et bien d'autres équipements sportifs. Un appui qui intervient dans le cadre de la pratique du football à la base. Un geste qui, selon le ministre, est le fruit de la concrétisation du passage de Gianni Infantino, président de l'institution fêtière du football au Bénin, il y a quelques mois. Nos jeunes enfants, pensionnaires des classes sportives, attendaient vivement la concrétisation de cette promesse qui a été faite par la FIFA et confirmée par le gouvernement du Bénin, qui est donc la dotation en équipement pour leur permettre, ne serait-ce que pour le football, de pratiquer leur passion tout en restant assidus à l'école. Cette marque d'affection particulière nous encourage à continuer de renforcer cette synergie que le gouvernement du Bénin a décidé d'établir avec la Fédération béninoise de football et qui est une synergie qui jusque-là a produit des résultats plutôt satisfaisants, plutôt encourageants. Je vous renouvelle ici l'engagement du Bénin à poursuivre ce programme ambitieux au profit de nos jeunes enfants des classes sportives et surtout l'engagement que nous avons pris de faire en sorte que la FIFA puisse être fière de compter désormais en Afrique des partenaires fiables, sérieux, organisés, qui eux-mêmes contribuent à l'effort et ensemble avec leurs partenaires travaillent à faire avancer les choses. Convaincue de l'aboutissement heureux d'un tel programme, la représentante de la FIFA, à l'occasion, a souligné que ces lots ne sont qu'un début de matérialisation d'une coopération entre l'État béninois et la FIFA. Bientôt, d'autres équipements et même de l'appui technique pourraient s'étendre sur plusieurs autres domaines. Nous sommes engagés à donner du matériel, des équipements, pas seulement des ballons, mais également des dossards. Par ailleurs, il y aura d'autres matériels qui vont arriver plus tard, des kits d'entraînement pour les écoles. On se focalise sur les écoles dans ce projet, les classes sportives. Nous nous sommes également engagés à fournir du matériel pour les jeunes arbitres et aussi du matériel pour le département technique. Nous espérons que ce n'est qu'un début, qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver plus tard et qui vont continuer, pas juste du matériel, mais aussi de la formation, du développement des compétences, de l'expertise aussi via nos partenaires, la Fédération française de football, et encore beaucoup d'autres choses, l'aide à l'organisation d'événements, pouvoir aider des jeunes reporters, des jeunes secouristes à participer à des actions autour du football. Des équipements qui, à terme, pourraient aider le football béninois à se hisser au firmament de l'Afrique et même du monde. Actualité en dehors du Bénin, 24 heures après l'invasion du Capitole par des partisans de Donald Trump, le désormais président des États-Unis s'est exprimé dans la nuit sur Twitter, temporairement banni sur le réseau social. Donald Trump s'est montré sévère à l'égard de ces événements qui ont fait bien évidemment 5 morts. Le président sortant a carrément dénoncé ces attaques et s'est montré rassembleur dans son intervention. Les manifestants qui ont infiltré le Capitole ont souillé le siège de la démocratie américaine. Pour ceux qui se sont livrés à des actes de violence et de destruction, vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi, vous paierez. Nous venons de vivre une élection intense et les émotions sont fortes, mais il faut à présent calmer les esprits et rétablir le calme. Nous devons nous occuper de la situation en Amérique. Ma campagne a vigoureusement poursuivi toutes les démarches légales pour contester les résultats des élections. Mon seul objectif était de garantir l'intégrité du vote. Ce faisant, je me battais pour défendre la démocratie américaine. Aux citoyens de notre pays, être votre président a été l'honneur de ma vie. Et à tous mes merveilleux partisans, je sais que vous êtes déçus. Mais je veux aussi que vous sachiez que notre incroyable périple ne fait que commencer. Et puis, ces attaques du Capitole ont suscité beaucoup de réactions à l'international. Des autorités de plusieurs pays ont condamné ces événements. Des précisions avec nos confrères de RT France. En voyant les images impressionnantes de cette foule aux abords et à l'intérieur du Capitole, vous pouvez avoir 2 types de réactions quand vous êtes un responsable politique. D'ailleurs, les communiqués et autres réactions envoyées ces dernières heures en témoignent.
Après avoir condamné fermement les violences, la suite de votre message dépend de vos relations avec Washington. Voyons d'abord les alliés historiques des États-Unis. Quand dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause par les armes les résultats légitimes d'une élection, c'est une idée universelle, celle d'un homme, une voix, qui est battue en brèche. Je suis avec beaucoup d'inquiétude ce qui se passe à Washington. La violence est incompatible avec l'exercice des droits politiques et des libertés démocratiques. J'ai confiance dans la solidité et la force des institutions des États-Unis. Je crois en la force des institutions et de la démocratie américaine. La transition pacifique du pouvoir est essentielle. Joe Biden a remporté l'élection. Ton grave et soutien sans faille aux valeurs américaines. Emmanuel Macron a même placé un drapeau américain derrière lui pour son allocution. Mais tous les pays ne font pas preuve de la même compassion. Certains dirigeants internationaux ont sauté sur l'occasion pour se rappeler au bon souvenir d'une diplomatie américaine si prompte à l'ingérence dans les processus électoraux d'autres pays. Ce qu'on a vu la nuit dernière et aujourd'hui en Amérique prouve d'abord à quel point la démocratie occidentale est un échec et à quel point ses fondations sont faibles et fragiles. Le Venezuela condamne la polarisation politique et la spirale de violence qui ne reflète que la crise profonde que traverse actuellement le système politique et social des États-Unis. Avec cet épisode malheureux, les États-Unis souffrent de ce qu'ils ont généré dans d'autres pays avec leurs politiques agressives. Une manière d'ironiser pour Caracas, pays où la tentative de coup d'État par Juan Guaido en mai 2019 avait pour beaucoup été très fortement soutenue par Washington. Alors comment aurait réagi la diplomatie américaine si ces images du Capitole s'étaient déroulées ailleurs sur la planète ? En tout cas, voici celle relative à Washington hier soir en provenance de l'ancien président américain George W. Bush. C'est un spectacle écœurant et déchirant. C'est comme cela que les résultats d'une élection sont disputés dans une république bananière, pas dans notre démocratie républicaine. Et si les réactions varient selon les relations diplomatiques entre les pays, la qualification attribuée peut également changer selon l'intérêt qu'un État peut trouver à soutenir un mouvement de contestation. Un double discours que n'a pas manqué de souligner Pékin. Les médias mainstream aux États-Unis ont unanimement condamné cela comme un incident violent en utilisant des mots tels que bandits, extrémistes, traîtres et honte. Cependant, quels mots ont-ils utilisés pour décrire les manifestants violents à Hong Kong ? Ils disaient que c'était un beau spectacle et présentaient les manifestants violents comme des héros démocratiques et que le peuple américain les soutenait. Je pense que nous devrions réfléchir attentivement à la raison derrière ce contraste concernant l'attitude des États-Unis entre ce qu'il s'est passé à Hong Kong en 2019 et ce qu'il se passe aux États-Unis aujourd'hui. La partialité des médias américains, c'est aussi ce que souligne la diplomatie russe. Moscou en profite pour remettre en cause le mode de scrutin américain. C'est une affaire interne des États-Unis. En même temps, nous attirons à nouveau l'attention sur le fait que le système électoral est archaïque aux États-Unis, qu'il ne répond pas aux normes démocratiques modernes, ce qui rend possible de nombreuses violations et que les médias américains sont devenus un... On s'intéresse à présent à la situation sanitaire dans le monde, une crise qui s'aggrave chaque jour, notamment au Brésil où plus de 87 000 contaminations ont été recensées en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie. Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde avec 200 000 morts, une situation très alarmante qui a fait réagir le président. Il ne sert à rien de continuer cette vieille histoire de rester à la maison et l'économie, on verra plus tard. Cela ne fonctionnera pas, ce sera le chaos au Brésil. Cela peut conduire à des conditions encore plus dramatiques que les conséquences du virus. Nous ne pouvons pas devenir un pays de pauvres, un pays de chômeurs, sans produit intérieur brut et avec des dettes. Un pays aussi riche que le nôtre, dont la population s'appauvrit par les décisions de certains. Nous regrettons les morts, mais la vie continue. Puis du côté de l'Espagne, le nombre de cas contaminés également s'accroît. Le pays a dépassé le seuil des 2 millions de cas confirmés malgré le lancement le 27 décembre dernier de la campagne de vaccination. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères de RT France.
Et oui, l'Espagne a administré 18% des doses de vaccins reçues. Ce sont un peu plus de 740 000 doses qui ont été distribuées à travers le pays et ce sont un peu moins de 140 000 Espagnols qui ont été vaccinés. Alors plusieurs raisons expliquent ce retard selon le gouvernement. Il y a tout d'abord les avions qui transportaient ces doses qui ont mis plus de temps à arriver que prévu, mais aussi les frigos adéquats pour conserver ces doses, dont certains venaient du Royaume-Uni. Alors la période des fêtes a également été compliquée en raison des nombreux jours fériés. Et niveau organisation, pour ne pas manquer de personnel dans les hôpitaux et les centres de santé, les professionnels volontaires doivent vacciner sur des journées complémentaires. Alors dans son plan de vaccination, l'Espagne a établi une liste des populations prioritaires. Ce sont donc les résidents des EHPAD et leur personnel soignant qui se font vacciner en priorité. Alors l'Espagne aurait voulu accélérer la cadence en prenant exemple sur son plan de vaccination contre la grippe qui, selon elle, fonctionne très bien pour immuniser à grande échelle. Alors le gouvernement se montre quand même très confiant pour les prochaines semaines. Il assure que d'ici les mois de mai et juin, ce sont 20 millions d'Espagnols qui seront. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.